l'identité numérique permettra la mise en place du crédit social à la chinoise. Nous sommes petit à petit en train de basculer d'une société de droit vers une société d'autorisation. C'est le principe du pass vaccinal, c'est le principe du crédit social à la chinoise, où on récompense les bons citoyens et on pénalise les mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'égalité de droits, il y a une égalité de devoirs, mais ceux qui refusent d'obéir aux devoirs qu'on prétend leur imposer sont petit à petit privés de leurs droits. La grande réinitialisation, c'est l'ultime tentative de ces gens pour sauver leurs sources de profit dans le monde de demain. C'est de réinventer en apparence un modèle où ils continueront à être les maîtres. Bonjour Eric Verhaeghe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Plaisir partagé. Alors pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, donc, vous êtes ancien élève de l'ENA, haut fonctionnaire, essayiste et entrepreneur. Vous êtes notamment le fondateur du site d'information en ligne Le Courrier des Stratèges. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets et les liens éventuels qui les relient. Le pass vaccinal, le projet d'identité numérique européen et le projet d'euro numérique, là aussi porté par l'Union européenne. Alors, début juin, les commissaires européens Margrethe Vestager et Thierry Breton, donc l'ancien ministre de l'économie en France et aussi ancien dirigeant de plusieurs grandes entreprises comme Thomson, France Télécom ou encore Atos, ont évoqué justement ce projet d'identité numérique européenne, un dispositif qui vise à finalement permettre aux citoyens et aux résidents de l'Union européenne d'enregistrer sur un portefeuille électronique différents documents et données personnelles, comme leur carte d'identité, leur permis de conduire ou des données médicales ou bancaires. Alors quels sont les enjeux du passage à l'identité numérique selon vous d'une part, et est-ce qu'on peut considérer que le pass vaccinal constitue un préalable à la mise en place de ce dispositif à l'échelle européenne? Tu fais beaucoup de questions en une seule avec toi. Alors on va peut-être revenir sur la notion d'identité numérique européenne, la Digital Identity, comme dit la Commission, qui passe par ce qu'on appelle le wallet, le porte-monnaie, le portefeuille. Donc la Digital Identity sera contenue dans un wallet, c'est-à-dire que la nouvelle identité des personnes, elle sera numérique et contenue dans une espèce de petit support numérique, l'équivalent d'une carte de crédit, qui a vocation à faire plein de choses. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment ces possibilités du wallet se déclineront, mais c'est vrai que la Commission européenne, qui est porteuse de ce projet et qui entretient une forme d'ambiguïté sur son contenu, a bien relié tous les espaces de l'identité actuelle, c'est-à-dire que cette carte d'identité numérique européenne, ce wallet, sera une espèce de synthèse entre la carte vitale, la carte d'identité, le passeport et la carte de banque. C'est en gros à ça qu'on tend, avec cette idée que, bien, effectivement, aujourd'hui, on pourrait tout à fait disposer d'un système numérique qui permette de faire en une seule carte ce que je viens de dire, c'est-à-dire la carte de sécurité sociale, le dossier sanitaire de la personne, la carte d'identité et la carte de banque. Ce qui est présenté par la Commission européenne comme une simplification, bien entendu, c'est pour rendre la vie plus facile, plus agréable, etc. Avec ce petit tempérament qui a été introduit par la Commission européenne, à savoir que les citoyens pourront choisir ce qu'ils acceptent comme service, dans un premier temps en tout cas, sur ce wallet ou pas. Oui, puis les données qu'ils acceptent de partager ou pas et avec qui aussi. Voilà. Simplement, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que, puisque c'est un projet qui a été annoncé il y a une dizaine de jours par la Commission et par le Conseil européen, on sait qu'il faudra prouver qu'on est vacciné si on veut voyager dans l'Union européenne. Et que le wallet portera la trace de votre statut vaccinal, c'est-à-dire est-ce que vous avez accepté le vaccin ARN messager ou pas, qui est devenu, ce vaccin ARN messager est devenu une espèce de marotte. On peut se dire, enfin, comment ça se fait qu'il prend une telle place dans la définition même des projets communautaires, des projets multilatéraux de l'Union. Mais voilà vers quoi on tend. Alors effectivement, c'est une façon plutôt commode de vendre le produit, de dire, mais au lieu d'avoir une carte de banque, une carte vitale, vous n'aurez plus qu'une carte qui fera tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est les enjeux à triple niveau, de mon point de vue, qu'il y a derrière ce projet. Il y a un enjeu industriel,
il y a un enjeu de contrôle des populations et il y a à long terme un enjeu de destruction de nos identités, un enjeu que j'appellerais l'enjeu de la grande arnaque d'une certaine façon. Alors, je vais essayer de décliner chacun de ces enjeux étape par étape. L'enjeu industriel, technologico-industriel, il est de couvrir un marché qui est celui de l'identité numérique, qui est le marché de demain sur l'ensemble de la planète, et qui est porté par des acteurs industriels français comme Thales. Si vous tapez identité numérique européenne aujourd'hui sur Google, le premier site qui sort, c'est Thales. Et le deuxième site qui sort, c'est le site de la Commission européenne, ou du Conseil de l'Europe, d'ailleurs, du Conseil européen, en tout cas le site communautaire, le site de l'Union. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le premier acteur intéressé par cette question de l'identité numérique européenne, c'est Thales, c'est-à-dire l'industriel qui porte les moyens technologiques qui vont permettre d'identifier les gens, d'identifier les citoyens de l'Union, et qui espère se tailler la part du lion dans ce marché. Donc si vous êtes le premier, il n'y a aucune raison apparente pour que Google référence en numéro 1 sur le sujet de l'identité numérique européenne un acteur privé qui est Thales. La seule raison, c'est que Thales a acheté son référencement pour apparaître dans les esprits comme l'opérateur naturel de l'identité numérique européenne de demain. Ce qui est bien pour l'industrie française, mais enfin qui pose un certain nombre de questions sur le caractère désintéressé de cette opération d'identité numérique européenne que Ursula von der Leyen a réannoncé fin janvier dans son discours devant le Parlement européen à Strasbourg comme un projet fondamental de construction de l'Union européenne. Et donc, ce qu'on comprend, c'est que le premier volet de ce projet fondamental, c'est un projet industriel, c'est un projet économique, un projet qui va servir les intérêts privés. Moi, je suis un grand défenseur de l'intérêt privé, je suis un grand défenseur du marché. Mais j'aime bien le marché quand il ne s'appuie pas sur l'argent des contribuables, quand il s'appuie sur l'argent de ses clients. Là, ce qui me gêne, c'est que je vois bien qu'aujourd'hui, les politiques publiques qui sont mises en avant, elles sont mises en avant parce qu'il y a une connivence avec des intérêts privés qui sont des intérêts colossaux, et qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien faire la différence, le départ, entre ce qui relève des missions d'intérêt général et ce qui relève du profit privé. Et ça, c'est un vrai sujet sur ce que j'appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire ce capitalisme où se retrouvent intérêt public et intérêt privé pour imposer des normes et des décisions en tous sens. Donc ça, c'est un premier volet qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, puisque Thales et son univers, notamment de filiales en tous sens, se sont imposés comme des acteurs de l'identité numérique, on vient de le dire, mais notamment des acteurs du pass vaccinal, des acteurs de la reconnaissance faciale, des acteurs de tous ces outils dont on nous parle et qui introduisent au deuxième volet que je voulais souligner. Alors juste peut-être pour revenir un instant sur Thales, alors il y a d'autres d'ailleurs grosses entreprises qui sont aussi dans ce domaine de l'identification et de la sécurité numérique, des entreprises françaises. On a aussi Atos, Soprasteria, Idemia ou Idacto qui sont assez en pointe dans le domaine. Oui, mais qui constituent une espèce de noyau dur puisqu'en réalité ils travaillent en collaboration, ils ne se font pas concurrence. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que des acteurs, justement, alors, comme Thales, qui a déjà en fait, créé un système d'ID Wallet en 2019, je crois, est-ce qu'on peut imaginer que Thales ait investi autant d'argent dans ce système, justement, sans avoir de garantie de la part des pouvoirs publics, que ce marché de l'identité numérique puisse voir le jour à terme et lui permettre d'obtenir des débouchés et de rentabiliser ses investissements? Alors, il y a toujours une part de pari d'entrepreneur. On peut se tromper parfois dans la vie, ou on peut être déçu par le commanditaire public. Supposons par exemple qu'il y ait une révolution apportée par les camionneurs qui décident de faire sortir la France de l'Union européenne. Supposons qu'un candidat qui propose le Frexit gagne les élections présidentielles.
on n'est pas à l'abri du fait que soit le projet d'identité numérique européenne tombe à l'eau, soit que la France n'en fasse plus partie. Donc il y a toujours une part de risque, d'impondérable. Maintenant, si on se montre raisonnable et si on essaye de scorer le risque, comme disent les actuaires, on peut penser que le temps faisant, il y aura bien petit à petit un grand remplacement de la bonne vieille carte d'identité, d'ailleurs qui n'existe plus sous format papier, un grand remplacement de cette carte d'identité par une identité numérique. Et on peut penser que les capacités de stockage de données du numérique seront utilisées pour faire de l'identité quoi qu'il arrive. C'est une espèce d'évolution tendancielle. Même si elle ne se fait pas dans les 3 ans, elle peut se faire dans les 5 ans, dans les 10 ans, dans les 20 ans. On peut penser que tôt ou tard, le numérique s'imposera comme le nouvel état civil. Mais il y a des raisons circonstancielles pour accélérer dans le cadre du Great Reset, c'est-à-dire de cette espèce d'agenda qui existe de bascule des sociétés occidentales dans un monde numérique, dans la dystopie numérique, ce que j'appelle la grande arnaque. Il y a une raison d'accélérer tout cela, c'est que d'abord, il y a une grande peur de la caste mondialisée qui est un peu le cerveau, je dirais, de cette opération. Il y a une grande peur de voir les populistes gagner. Et je pense que les convois de camionneurs au Canada ne font que nourrir la conviction qui est forte dans la caste au pouvoir que les peuples sont hostiles à l'ordre mondialisé, sont hostiles à ce système multilatéral de décisions opaques dans des G7, des G20, des COP X, 26, 28, je ne sais pas combien. Tout le monde sent bien qu'il y a une hostilité populaire, un rejet populaire de cette vision, de cet ordre mondialisé. Et donc il y a urgence à contrôler les populations. Il y a urgence à maintenir l'ordre, si vous voulez, et à juguler les oppositions. Et dans ce cadre-là, l'identité numérique telle qu'elle est conçue par la Commission européenne est un élément important. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que l'identité numérique permettra la mise en place du crédit social à la chinoise. Nous sommes petit à petit en train de basculer d'une société de droit vers une société d'autorisation. Et la caste est favorable à ce modèle de société où on doit demander l'autorisation avant de faire quelque chose et où on ne peut la faire que si on y est autorisé. Et si on refuse le système, on est discriminé, mis à l'écart et petit à petit banni. C'est le principe du pass vaccinal, c'est le principe du crédit social à la chinoise où on récompense les bons citoyens et on pénalise les mauvais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'égalité de droits. Il y a une égalité de devoirs, mais ceux qui refusent d'obéir aux devoirs qu'on prétend leur imposer sont petit à petit privés de leurs droits. Dans ce cadre-là, il ne faut surtout pas sous-estimer, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure, le poids de la monnaie, du contrôle de la monnaie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un agenda, si vous voulez, de cette grande arnaque qui se met en place, de ce grand retour à la servitude, au servage d'une certaine façon. Et cet agenda comporte une étape fondamentale qui s'appelle le contrôle de la monnaie. Et c'est pour cette raison que l'identité numérique européenne intègre un portefeuille bancaire, une carte de banque, si vous voulez, parce qu'on pourra à chaque paiement faire un lien entre le scoring social d'une personne, ou son scoring écologique, ou son scoring moral, et sa capacité à payer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez consommé, si on dirait que pour limiter les rejets de gaz à effet de serre, on rationne votre quantité d'essence utilisable chaque année pour vous empêcher de prendre la voiture pour un oui ou pour un non, automatiquement votre wallet, votre carte d'identité numérique saura que vous avez déjà consommé 925 litres d'essence depuis le 1er janvier, et donc vous avez droit à 1000 litres d'essence par an, et automatiquement vous serez débranché, si j'ose dire, désautorisé, banni
si vous arrivez à 1000 litres d'essence. Donc autrement dit, vous ne pourrez plus acheter plus de 1000 litres d'essence, ou vous payerez l'essence beaucoup plus cher. C'est une forme de crédit social. J'utilise intentionnellement la référence à l'essence, parce que le vaccin, on a tous compris que les non-vaccinés n'auront plus droit, pourront plus acheter un certain nombre de choses ou devront les payer plus cher. Mais ceux qui ne respectent pas les normes en matière de CO2 seront tôt ou tard soumis à la même disposition. Alors, on ne va pas dire vous êtes méchant parce que vous prenez trop de CO2, on va dire parce que vous produisez trop de CO2, on va dire dans le cadre de la protection de la planète, du sauvetage des espèces animales menacées, etc., on considère que, et on met en place des critères, et vous comprenez que pour votre bien, il faut tout petit à petit changer de mode de vie. Et ça, le wallet permettra de le faire automatiquement, c'est-à-dire que ce sera une arme de contrôle des comportements, une arme de contrôle de la soumission à l'ordre, et une arme de contrôle de votre adhésion à l'idéologie en place. Alors évidemment, on vous explique l'écologie, le sauvetage de la planète, ce n'est pas de l'idéologie, c'est quelque chose qui est naturel, comme ne pas être contaminé, ne pas contaminer son voisin, c'est naturel. Toute l'astuce de cette grande arnaque qui se met en place va être de légitimer les choix qui sont imposés par la caste pour vous faire changer de comportement. Et donc, dans ce cadre-là, l'identité numérique européenne, c'est une arme essentielle de contrôle des populations, de modification des comportements. Mais comme je le disais, il y a un troisième volet, qui de mon point de vue est un volet systémique, beaucoup plus fort, c'est celui de la disparition des États-nations. Parce que qui contrôle l'état civil contrôle l'identité, et qui contrôle l'identité individuelle contrôle l'identité collective. Il ne faut jamais oublier que jusqu'en 1792, en France, l'état civil était détenu par l'Église. Et donc, on parle beaucoup de la France fille aînée de l'Église, notamment parce que l'identité des personnes était consignée par l'Église. Donc vous n'existiez pas, d'une certaine façon, en dehors de l'Église. L'état civil était vraiment une fonction religieuse, et la définition de l'identité individuelle était une définition sacrée. La Révolution l'a laïcisé en grand remplaçant l'état civil religieux par un état civil laïque, un état civil politique d'une certaine façon, républicain, c'est-à-dire que c'est le maire, c'est dans les mairies que se sont tenus les registres de population. Alors, on n'appelle pas ça registre de population en France, certains pays en ont, en France on appelle ça le registre d'état civil. En apparence, ce sont des sujets tout à fait techniques. On va comprendre, avec l'identité numérique européenne, qu'en réalité ce sont des sujets politiques fondamentaux. Parce que la détention du registre de population, on va l'appeler comme ça, c'est ce qui fait l'identité d'un peuple. Et ce qu'on est en train de mettre en place, c'est le passage de l'identité par État-nation à une identité européenne détenue, orchestrée par, et donc cataloguée, archivée par une caste supérieure, supranationale, sur laquelle nous n'avons aucun moyen d'action. Et donc, le projet de la Commission européenne, c'est un projet de modification de l'identité individuelle. Nous ne serons plus identifiés dans notre État, dans notre nation, nous serons identifiés dans l'Union. Et on ne sait même pas si la nationalité allemande, française, grecque continuera. On aura une identité européenne. Et on voit bien qu'il y a dans cette identité numérique européenne un projet de transnationalisation, si vous voulez, de multinationalisation des États membres de l'Union européenne qui n'a été discuté dans aucun traité. En réalité, la création d'un État civil européen, puisque c'est ça qui est en jeu, elle n'a été prévue par aucun traité. Elle est décidée comme ça, de façon totalement autoritaire, et personne n'a consulté les populations européennes pour savoir si elles étaient d'accord. La Commission européenne ne nous a pas dit « est-ce que vous êtes d'accord pour que vos données bancaires soient regroupées avec vos données d'état civil et vos données sanitaires ?» Elle l'impose avec la complicité de quelques gouvernements qui ne se sont pas tournés vers leur population pour savoir si elles étaient d'accord. Et donc, en réalité, on ne nous explique pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la mise en place d'un crédit social. Ça n'est pas discuté et ça se met en place.
Et on ne nous demande pas notre avis sur le fait que, petit à petit, nos états civils vont disparaître au profit d'un état civil européen qui sera seul détenteur et fixateur, déterminant de l'identité de chacun. Et ça, c'est une bascule fondamentale. Il est terrible qu'on le sache, que personne ne réagisse, que ça intéresse d'ailleurs, enfin c'est totalement passé sous silence par la presse subventionnée. Il n'y a aucun débat démocratique sur le sujet. Or pourtant, moi, j'aimerais bien qu'on me demande mon avis sur est-ce que je préfère être recensé dans une espèce de grand livre à Bruxelles ou dans des livres dans ma mairie locale. C'est un vrai sujet. C'est un sujet systémique. Et comment vous expliquez justement le fait que certains responsables politiques français ou européens puissent justement être tentés de s'inspirer des méthodes d'un régime autoritaire comme le Parti communiste chinois en important ce système de crédit social, alors que pourtant ce système qui est aux antipodes des valeurs et des principes finalement qui ont assuré la prééminence de l'Occident pendant des siècles? Alors, de mon point de vue, je vais répondre par une petite pirouette. J'ai quand même été un peu, comme chaque année, mais particulièrement cette année, interpellé par la couverture de The Economist du premier numéro de l'année, qui représente une planète ronde, hein, la nôtre, avec une moitié gouvernée par Joe Biden et l'autre moitié gouvernée par Xi Jinping. Et toutes les deux sur fond de conflits militaires et sur fond de virus et de recherche scientifique, ou en tout cas de discours sanitaires. Je trouve que cette couverture est assez prémonitoire, parce que, de mon point de vue, il y a aujourd'hui un projet de remplacement du Yalta de 1945 entre les États-Unis et la Russie par un nouveau Yalta entre les États-Unis et la Chine. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vision bipolaire qui s'est remise en place, de zones d'influence ou de sphères d'influence entre les États-Unis qui contrôleraient l'Ouest ou l'Occident et la Chine qui contrôlerait le reste du monde, avec les mêmes méthodes, les mêmes discours et les mêmes mécanismes de contrôle des populations. Et je pense qu'il y a aujourd'hui cette tentation dans la caste mondialisée occidentale, peut-être parce qu'elle est trop influencée par le Parti communiste, il y a cette tentation dans la caste mondialisée d'Occident d'aligner le bloc de l'Ouest sur les méthodes chinoises. Je suis très frappé. Alors vous savez, on est dans ces périodes de bascule à la recherche du sens qui n'est pas clair. C'est dans 10 ans que se dégagera le sens des choses, mais on observe des signaux faibles. J'observe en signal faible que dans la montée de la tension entre la Russie et les États-Unis autour de la question ukrainienne, j'observe quand même qu'il y a un appel à l'intervention de la Chine pour calmer Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que les États-Unis ou le deep state américain fassent aujourd'hui le pari que la crise ukrainienne est l'occasion d'arrimer la Russie au bloc chinois et de créer une forme de dépendance, de subordination entre la Russie et la Chine. Je ne l'exclus pas. Je note que George Soros a lancé hier ou avant-hier un appel déchirant en disant que Xi Jinping était la principale menace pour les libertés dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, puisqu'il avait beaucoup critiqué Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos, sur le soutien que Klaus Schwab allait chercher auprès de Xi Jinping. Et notamment le fait que Klaus Schwab a été décoré de la médaille, je ne sais quel ordre chinois, mais par Xi Jinping lui-même. J'observe que Xi Jinping fait des interventions régulières au Forum de Davos, au moins de façon virtuelle. Mais ça signifie qu'il y a bien aujourd'hui une prise de conscience au sein même du deep state américain, même chez un George Soros qui est pourtant un grand ami de la mondialisation. Hein, même chez lui, il y a une prise de conscience de la dérive sinophile de la caste occidentale et notamment du projet Davos, du projet de Schwabien d'une certaine façon. Donc
de mon point de vue, il y a aujourd'hui profondément d'abord une fascination de la caste mondialisée pour les méthodes chinoises, pour les méthodes autoritaires communistes. Il y a une fascination pour ce modèle économique chinois où se mélangent les intérêts publics et les intérêts privés, puisqu'au fond la Chine, c'est du capitalisme de connivence. On ne sait plus très bien ce qui relève du Parti communiste, ce qui relève des entreprises, et les entreprises ne peuvent pas exister sans le Parti communiste, de même que le Parti communiste ne peut pas exister sans les entreprises. Donc il y a bien ce modèle de capitalisme de connivence qui est en train de gagner du terrain pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir, si vous voulez, en Occident, et avec cette idée que finalement on ne gagnera jamais autant de fric en Occident que si on marche main dans la main avec les gouvernants et les gouvernements. C'est comme ça qu'il faut comprendre le soutien que McKinsey apporte à Macron. C'est comme ça qu'il faut comprendre le soutien que Roland Berger, autre grand cabinet de conseil, apporte à Éric Zemmour aujourd'hui. C'est la conviction que c'est bingo, hein, on gagne au loto quand on fait passer un gouvernement qu'on a aidé, hein, et qui en échange renverra l'ascenseur. Donc il y a bien cette inspiration, cette espèce de sympathie, d'inclination pour le modèle chinois qui s'impose en Occident. Et cette sympathie, elle répond, de mon point de vue, à un projet géopolitique global qui est porté notamment par le Deep State américain, consistant à dire, c'est simple, on redessine le monde, à l'est de l'Oural, c'est la Chine, et à l'ouest, c'est les États-Unis, et on ne mégote plus sur les détails. Alors, vous avez parlé de ce projet aussi européen d'euro numérique tout à l'heure. Donc un projet là aussi qui est porté là, par la Banque Centrale Européenne qui a donné le coup d'envoi pour un projet pilote d'une durée de 2 ans pour déterminer les contours et le fonctionnement de cet euro numérique. Donc cette monnaie serait centralisée, émise par l'eurosystème. Et alors la monnaie physique devrait continuer à exister selon ce qu'a déclaré la BCE. Mais toutefois, cet euro numérique devrait permettre de ne pas dépendre d'instruments de paiement numériques émis et contrôlés en dehors de la zone euro. Donc on imagine que ça fait référence aux crypto-monnaies qui existent aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux de la mise en place de cet euro numérique? En fait, comment cette monnaie digitale pourrait éventuellement venir fusionner ou compléter en fait le dispositif de l'euro, de l'identité numérique à terme, et ce qui pourrait, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, être utilisé comme un instrument contraignant au service d'une vision politique en fonctionnant comme une monnaie programmable. Donc ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, les paiements pourraient être désactivés si toutes les conditions nécessaires n'étaient pas remplies finalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comment va fonctionner l'euro numérique. En réalité, l'euro numérique, comme les autres CBDC, hein, donc les Central Bank Currency, Digital Currency, de mémoire, c'est CBDC, donc les monnaies de banque centrale digitale. Il est prévu qu'il y ait un dollar numérique, il est prévu qu'il y ait un yen numérique, un yuan numérique. Donc tout le monde aura sa monnaie numérique. Certains pays ont déjà adopté la monnaie numérique. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas 2 ou 3 pays en Afrique qui se sont déjà dotés d'une monnaie numérique. L'enjeu, c'est de prendre toutes les techniques des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, et de se débarrasser des avantages du Bitcoin en n'en gardant que les inconvénients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Ça veut dire que le Bitcoin, vous savez, le Bitcoin n'existe que dans l'échange. C'est-à-dire que pour avoir un Bitcoin, ça n'existe pas, il n'en circule pas dans la nature. Il faut que vous achetiez un Bitcoin à quelqu'un qui en possède un. Et la transaction se fait de façon décentralisée, c'est-à-dire que personne n'a aujourd'hui la liste de détenteurs de Bitcoin parce que l'achat de Bitcoin, ça se fait de personne à personne sans qu'il y ait ce qu'on appelle une chambre de compensation unique, c'est-à-dire un ordinateur central qui gère tout. C'est ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire que ce sont des transactions de personne à personne et qui sont impossibles à centraliser. La monnaie banque centrale va fonctionner d'une certaine façon de la même manière, c'est-à-dire que vous allez avoir des jetons numérotés, mais il va y avoir une différence, c'est que la banque centrale saura en permanence où sont les jetons. C'est-à-dire que les banques centrales vont recentraliser les transactions qui permettent de céder un jeton d'une personne à une autre. Ce que la monnaie papier ne permet pas de faire.
le jeton numérique, l'euro numérique 0,00001, on saura, la Banque centrale européenne saura en permanence où il se trouve et à qui il a appartenu. C'est-à-dire que lorsque vous aurez payé avec votre wallet de la Commission européenne, vous irez acheter votre pot de yaourt avec votre carte de banque, votre wallet, hop, on dira ah ben le jeton 0001 de Monsieur Dupont appartient maintenant à Monsieur Durand, marchand de yaourt. Et donc ça permettra de suivre, de faire la traçabilité de la monnaie. En quoi c'est dangereux? Parce que, bien entendu, la Banque centrale européenne pourra décider d'abord de bloquer n'importe quelle transaction. C'est-à-dire de dire, dans sa machine, le jeton 00001, il est désactivé et il ne peut plus circuler. Ou il ne peut plus servir à acheter de l'essence, à acheter des médicaments, à acheter une place de théâtre si vous n'êtes pas vacciné. Et la Banque centrale sera capable de dire, le jeton X appartient à M. Dupont qui n'est pas vacciné, donc nous l'empêchons d'acheter une place de théâtre parce qu'il n'est pas vacciné. Ça servira à ça. Hein. Le jeton X appartenant à M. Dupont, on peut aussi décider de le retirer du marché. C'est-à-dire de dire maintenant il vaut 0. La Banque centrale pourra faire ce qu'elle voudra. Elle l'a écrit. Hein. C'est-à-dire que ce que j'explique, ce que je dis là ne sont pas des fantasmes de complotistes, c'est le produit de la communication officielle de la Banque centrale européenne en date du 14 juillet 2021, qui a expliqué que le système d'euro numérique permettrait, par exemple, de pénaliser les gens qui ont plus de 3 000 € sur leur compte en banque. Et donc, si vous avez plus de 3 000 jetons appartenant à M. X, Monsieur X va s'entendre dire « Vous avez trop de jetons, maintenant vous payez des pénalités parce que vous ne consommez pas assez, vous n'achetez pas assez de biens à nos bons industriels. » Donc il faut comprendre que la monnaie banque centrale, c'est la fin du matelas de billets. C'est-à-dire que la Banque centrale pourra contrôler l'ensemble de votre vie par la monnaie. C'est pour ça que le contrôle de la monnaie, c'est une fonction fondamentale de la grande arnaque qui se met en place, qui sous couvert de nous simplifier la vie, va en réalité nous surveiller à tous les étages et de façon, pour ainsi dire, impossible à échapper, sans échappatoire. Les échappatoires, il en restera quelques-uns, vous pourrez toujours disposer de biens d'usage qui ont une valeur en elles-mêmes. L'or pour certains, d'autres sont des œuvres d'art, d'autres de Rolls-Royce. C'est mieux une Porsche parce que ça se dévalorise moins qu'une Rolls, mais vous aurez des biens dont la valeur sera intrinsèque, hein, même si beaucoup le contestent. Mais il y a bien cette idée qu'il faut contrôler au maximum par la monnaie, et l'euro numérique est l'étape décisive de la grande arnaque, celle qui permettra si vous voulez, de faire fonctionner une société totalement dystopique. C'est qu'il n'y aura pratiquement plus d'échappatoire au contrôle généralisé de la population. Et ça, c'est un agenda qui devait commencer en 2025. Initialement, hein, la Banque centrale européenne avait fait une première communication cet été, le 14 juillet 2021, pour dire que tout ça se mettrait en place en 2025. Et début novembre, on a appris que ça se mettrait finalement en place en 2023. Ma conviction étant que la grande crainte de la caste mondialisée aujourd'hui, c'est le retour de Donald Trump au pouvoir en 2024. C'est intéressant de voir que les midterms seront le 8 novembre 2022, ce sera un test. Si les républicains emportent une majorité aux midterms, je pense que tous les calendriers de la grande arnaque vont être accélérés pour engranger le maximum avant un hypothétique retour de Donald Trump au pouvoir, puisque Donald Trump est un ennemi déclaré et du multilatéralisme et de cette grande arnaque qui vise, pour notre bien, pour notre protection, à nous contrôler tous et à nous faire tous vivre dans des prisons dorées, hein, alors plus ou moins dorées selon votre comportement. Et alors justement, cet euro numérique, comment il s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le grand reset monétaire? Vous en avez parlé d'ailleurs dans un article récemment, qui s'appelait, sous le courrier des stratèges, qui s'appelait Grand reset monétaire, comment la BCE propose de vous ruiner en 2023. Oui, alors parce que ce qu'il faut comprendre, j'entends souvent des gens dire « oui, mais ça va péter avant ».
Hein. Alors, péter, c'est pas seulement politiquement, c'est aussi financièrement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une grande crise financière, les États sont trop endettés, donc de toute façon, on court à la faillite, etc. Personnellement, je n'y crois pas parce que tout ça est théorisé. Donc l'euro numérique est un élément qui s'est fondu en quelque sorte dans une grande théorie qui s'appelle la Modern Monetary Theory, donc la théorie monétaire moderne, qui est une théorie qui a été développée par des économistes australiens et américains en 1986. Leur ouvrage Macroeconomics date de 1986. Mais il a fait des émules petit à petit, et cette théorie monétaire moderne, elle s'est beaucoup développée à partir de 2010. Et c'est le cadre théorique économique du Great Reset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon cette théorie, selon la théorie monétaire moderne, la MMT comme on dit en anglais, en acronyme anglais, selon cette théorie, la monnaie est une création de l'État. Et donc n'a pas de valeur intrinsèque. Elle n'a de valeur que parce que l'État lui en donne et parce que l'État bat monnaie. Et d'une certaine façon, comme l'argent n'a pas d'autre valeur que la convention, que le choix du gouvernement, que le choix de la banque centrale, que le choix de l'autorité monétaire, eh bien l'État fait ce qu'il veut avec cet argent. Donc s'il veut tripler la masse monétaire, avant on disait mais l'inflation, ça va être les taux d'intérêt, ça va être la catastrophe. La théorie monétaire moderne dit en réalité l'inflation n'est pas un problème, elle peut être une solution dans un certain nombre de cas, et quand elle monte trop haut, il suffit d'augmenter les impôts sur la classe moyenne. Il y a eu un débat dans le Wall Street Journal assez intéressant au début du mois de décembre 2021, donc il y a quelques semaines, hein, sur ce sujet, où on voit bien qu'une grande part de l'establishment américain s'est laissé convaincre des bien fondés théoriques de la théorie monétaire moderne, puisque à une époque, alors il y a toute une théorie, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les obligations, les taux d'intérêt, la masse monétaire en circulation, l'inflation, la dette publique. Ce que disent les théoriciens de la théorie monétaire moderne, c'est de dire, voyez bien, depuis 2010, il y a eu une explosion des dettes publiques, et en même temps les taux d'intérêt n'ont pas augmenté, et en même temps l'inflation n'a pas augmenté. Donc c'est la preuve qu'on peut s'endetter autant qu'on veut, il n'y a pas d'impact sur la vie économique, il n'y a pas d'impact sur la croissance. Au contraire, même, il y a un impact plutôt positif. Alors que la théorie classique, les libertariens auxquels j'appartiens disent que c'est impossible. Parce que l'argent a une vraie valeur, selon nous, et que donc si on augmente la valeur, enfin si on augmente la quantité de monnaie, on diminue la valeur de chaque billet. Ça, c'est une vieille théorie sur l'inflation. Alors, la théorie monétaire moderne dit le contraire. Elle dit, mais non, tout ça, c'est de la foutaise. La preuve, il n'y a jamais eu autant d'argent fabriqué que depuis 2010. Il n'y a jamais eu autant de dettes publiques que depuis 2010. Et pourtant, il n'y a pas d'inflation. Donc, un certain nombre de gens dans l'establishment américain disent, c'est pas faux, c'est pas idiot. Donc tout n'est pas à renier dans la théorie monétaire moderne. Donc on peut fabriquer de la monnaie, finalement, de la fausse monnaie, d'une certaine façon, on peut faire tourner la planche à billets, c'est pas dangereux. C'est ça les discours qu'on entend notamment à la Réserve fédérale américaine, on l'entend aussi à la Banque centrale européenne. Mario Draghi en a été un grand défenseur. L'euro numérique, ça répond à ça. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est théorique en apparence, mais en réalité, l'euro numérique et les monnaies numériques, c'est l'occasion de dire on va passer du système ancien, on va retirer les billets en circulation. Bien entendu, on vous dit on ne le fera pas, mais non. Hein. Évidemment que c'est la fin du cash. Évidemment qu'ils vont vous dire on fait le Great Reset monétaire, c'est-à-dire que ce qu'ils vont nous dire, il y a un plan d'endettement de 750 milliards de l'Union européenne pour relancer la croissance après le Covid. La France s'est endettée de 600 milliards pendant le Covid. D'autres pays se sont endettés colossalement. Et ce qu'ils vont vous dire, c'est bon, allez maintenant, bon, vous avez compris, on ne remboursera jamais. Et de toute façon, ce sont les banques centrales qui détiennent, donc il suffit d'arracher du livre de compte les pages qui nous gênent et puis on revient comme avant. Hein. Et puis d'ailleurs, on va repartir à zéro, vous rendez tous vos billets et à la place, on introduit une nouvelle monnaie qu'on va appeler l'euro numérique et on recommence à partir de zéro.
Certains appelaient ça le grand gibier de la dette, c'est-à-dire la suppression des dettes, la disparition des dettes. Et le Great Reset monétaire, c'est ça. Et ça s'appuie sur la théorie monétaire moderne qui consiste à dire qu'en matière de monnaie, l'État fait ce qu'il veut et il a tous les droits. Et qu'en réalité, s'il y a de l'inflation, on fait payer les classes moyennes, on diminue la consommation. Et comme ça refroidit l'économie. Et puis quand ça repart, quand c'est refroidi, on relâche les impôts et les gens se remettent à consommer. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que tout repose sur la pression fiscale sur les classes moyennes. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont un petit patrimoine, c'est les gens propriétaires de leur maison, qui seront mis à contribution pour faire fonctionner le système. Et donc il y aura 3 classes sociales dans le monde de demain. Il y aura la classe de ceux qui bénéficient du revenu universel et qui n'ont pas besoin d'aller travailler pour vivre. Alors ils vivront avec 1 000 € par mois, mais ça leur permettra de se nourrir, de vivoter. Il y a ceux qui seront un peu mieux lotis, mais qui seront régulièrement étrillés par les impôts. Et puis il y aura la niche des 0,1% de la population qui, eux, seront mondialisés, auront une maison aux États-Unis ou je ne sais pas où, en Israël, au Sénégal, ailleurs, en Argentine, et qui pourront échapper à la règle applicable au Pékin moyen. En fait, si je comprends bien, c'est que on peut peut-être considérer cette grande réinitialisation monétaire, mais même au sens large, en fait, comme une feuille de route qui permet de piloter le passage d'un système économique et financier à bout de souffle vers un nouveau système, en fait, et du coup vers un nouveau système de croissance et de consommation. Je pense que, moi je dirais autrement, c'est-à-dire que le système soit à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas éternellement dire aux gens ça vous revient moins cher de prendre l'avion pour aller passer 15 jours sur l'île Maurice plutôt que de prendre la voiture pour aller passer 15 jours dans le Languedoc. Aujourd'hui, c'est ça le sujet. Si vous voulez voyager, ça vous revient moins cher d'aller à l'autre bout du monde que de passer 15 jours en France. Tout le monde sait que c'est à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté dire il y a trop de gaz d'effet de serre, pas assez d'énergie fossile, trop de bidules, pas assez de machin, et en même temps vivre sur ce principe. Donc tôt ou tard, il faudra dire aux gens, vous ne partez plus en vacances sur l'île Maurice. Et il faudra expliquer aux hôteliers de l'île Maurice que c'est fini l'âge d'or où le monde entier venait sur l'île, maintenant on fait autrement. Donc c'est une transition qui va être douloureuse. On sait tous que les sources de profit qui se sont dégagées sur les 40 dernières années sont en voie de disparition, en tout cas elles sont condamnées, elles sont en sursis. Qu'il faudra inventer un autre modèle. On sait tous, si vous voulez, je regardais le livret sur l'agriculture européenne. L'agriculture européenne est supposée produire moins de tomates parce que la tomate européenne est moins compétitive que la tomate marocaine. Et il faut qu'on nous explique pourquoi, au moment où on dit trop de camions, trop de bateaux, trop d'avions, on nous explique qu'on va quand même faire venir des tomates du Maroc alors que nous fabriquons d'excellentes tomates. Donc on voit bien que tout ça n'a pas d'avenir, qu'à un moment donné, il va falloir se dire il vaut mieux manger le légume cultivé à côté sans produits chimiques, plutôt que le légume cultivé à l'autre bout du monde, vendu moins cher que le légume local, mais avec plein de produits chimiques, plein de bidules, plein de CO2, etc. Donc on sait tous que le modèle de profit qui a été dégagé, inventé, développé par la mondialisation, il est condamné. La question, c'est comment on fera des profits dans le monde de demain. C'est-à-dire ceux qui dégagent leurs profits de la mondialisation, si vous voulez, je prends l'exemple des grandes firmes agroalimentaires dont le métier, vous savez que par exemple aujourd'hui on fabrique énormément de produits à partir de blé canadien, alors qu'il y a une sécheresse au Canada qui a fait flamber les prix du blé dans le monde, parce qu'il y a une sécheresse au Canada, hop, il y a une flambée des prix dans le monde entier. C'est absurde. La question, c'est comment ceux qui font du profit grâce à ce système de mondialisation vont survivre dans un monde du circuit court. Et la grande réinitialisation, c'est l'ultime tentative de ces gens pour sauver leurs sources de profit dans le monde de demain. C'est de réinventer en apparence un modèle,
mais où ils continueront à être les maîtres. Donc moi là-dessus, je suis assez confiant, si vous voulez, parce que en réalité, on ne peut pas changer de peau comme ça. On ne peut pas avoir été le grand maître de la mondialisation et devenir du jour au lendemain le grand maître du localisme ou de la localisation ou de la relocalisation. Donc ces gens-là sont en sursis. La question, c'est combien de dégâts, quelles souffrances infligeront-ils avant de se déclarer vaincus? Et c'est là qu'on peut se faire un certain nombre de soucis, parce que nous avons des talibans face à nous, nous avons des dangereux idéologues qui sont prêts à ne rien lâcher coûte que coûte pour survivre. Moi, ce que j'ai entendu pendant ces 2 années de Covid, dans les élites, dans la caste mondialisée, ce que j'ai entendu, c'est on n'a jamais gagné autant de fric que depuis 2 ans. Et pour moi, la grande réinitialisation, le Great Reset, c'est ça, c'est comment on peut se faire plein de fric sur les malheurs du monde. Et pour moi, si vous voulez, c'est les aristocrates de 1789 qui font leur dernière fête et qui vident les caves avant l'arrivée du peuple qui va leur couper la tête. Donc, je ne suis pas inquiet sur l'issue. Là où j'ai du souci, c'est sur les dégâts que ces animaux blessés sont capables de faire avant de reconnaître leur défaite. Alors, dans un article paru sur votre site le 3 février, justement, vous parliez de l'importance de formuler un projet politique de renouvellement profond des élites pour, je cite, mater la caste, et un projet que vous appelez la sécession. Alors, comment se traduit ce projet concrètement? Et quels sont justement les motifs d'espérance qui vous permettent de penser qu'il est possible d'échapper à cette société que vous avez décrite, fondée sur un crédit social à la chinoise et un totalitarisme technologique? Alors, pour moi, il y a 4 piliers dans la sécession, mais la sécession, que les gens comprennent bien, c'est d'une certaine façon le contraire de la révolution. La révolution, c'est combattre le système pour qu'il change. La sécession, c'est se retirer du système pour le faire mourir. Se retirer du système, pour moi, c'est 4 piliers. Alors, il y a un pilier, il y a 2 piliers que tout le monde comprend assez rapidement. Si vous voulez, le premier pilier, c'est la sécession vis-à-vis de la surveillance généralisée. Il faut s'inventer un mode de vie où vous n'êtes plus espionné, où vous limitez la capacité du système à vous espionner. Alors vous voyez, là par exemple, j'ai un téléphone portable. Il m'est arrivé, puisque je dis plein de choses horribles, il m'est arrivé de voir mon téléphone portable s'allumer et de voir défiler sur mon écran les propos qui étaient tenus dans la pièce. C'est-à-dire qu'il y a sur mon téléphone un logiciel de transcription que je n'ai jamais installé, de transcription automatique des propos qui sont tenus et qui sont probablement envoyés dans je ne sais quelle machine de la police, si vous voulez. Donc il faut arriver à vivre en échappant à cette dictature de la surveillance. C'est le premier pilier. Il y a un deuxième pilier, c'est la sécession fiscale. C'est-à-dire que dès lors qu'on nous explique, moi je ne suis pas vacciné, dès lors qu'on m'explique que j'ai plus droit au même service public que les autres parce que je ne suis pas vacciné, qu'on va même m'expliquer que je dois payer l'hôpital plus que les autres, à ce moment-là, j'accepte que je constate que je me fais piller, que je suis victime d'un racket, et donc j'organise ma vie pour payer le moins d'impôts possible et pour payer le moins de cotisations sociales possible. Dès lors qu'on nous dit qu'il y a universalité de l'obligation, mais sélectivité des droits, vous comprenez qu'on ne va pas éternellement se faire avoir. Bon. Donc, sécession policière, si j'ose dire, sécession socio-fiscale. Il y a un troisième volet qu'il faut entamer, c'est la sécession sanitaire, c'est-à-dire que je crois qu'il faut arrêter cette espèce de logique qui consiste à remettre notre destin entre les mains des laboratoires pharmaceutiques. Donc il faut accepter de se soigner autrement. Donc je pense que notamment le recours aux médecines naturelles est quelque chose de très important. D'ailleurs, je publie un livre avec Culture et Racines et Cosmico, qui est un dictionnaire des pratiques de médecine complémentaire, qui permet aux gens de se repérer, parce qu'on peut se soigner sans systématiquement prendre des petites pilules chimiques. Sécession sanitaire, je pense que ça devient de salubrité publique. Mais surtout, il y a un quatrième pilier, qui est la sécession psychique. Il faut arrêter de vivre dans cette place que la caste nous assigne, qui est une place d'esclaves, ou de soumis, qui doivent rendre compte de leur moralité en permanence à leur maître. Et donc, il faut se sortir de ce statut de « nous devons prouver que nous sommes de bons citoyens ». Il faut débrancher sa télé
il faut débrancher son poste de radio. Il ne faut plus acheter de journaux. Il faut boycotter les titres de la presse subventionnée. Et il faut boycotter cette culture de soumission qu'on nous distille à longueur de journée, au théâtre, dans les cinémas, etc. Il faut que nous fassions une sécession psychique et culturelle. C'est les 4 piliers de la sécession. Et donc, je publierai prochainement un livre pour donner pratiquement des conseils sur comment on fait. Alors, le livre sera fait en 2 parties. En réalité, une première partie qui sera sur l'agenda de l'asservissement des peuples, de cette grande arnaque qui consiste, c'est, vous savez, la pilule rouge, la pilule bleue dans Matrix. Ce sera un livre sur la pilule rouge. Comment on fait pour prendre la pilule rouge? Mais d'abord, je vais expliquer comment fonctionne la pilule bleue. Et c'est-à-dire comment on fait pour faire croire aux gens qu'ils sont libres alors qu'en réalité, on les a servis. Et la deuxième partie sera consacrée à la sécession de la matrice, c'est-à-dire comment on sort de cette soumission et comment on se libère. Merci beaucoup pour votre éclairage. C'est moi qui vous remercie.